Bonjour, bienvenue. Cette vidéo a pour but de sensibiliser et de former les agriculteurs du canton de Fribourg à la thématique de l'adaptation au changement climatique. Ici, aujourd'hui, avec moi, je suis par visioconférence avec Pascal Boivin, professeur à la Haute École de Genève, dans le groupe Sol et Substrat et aussi doyen de la filière agronomie. En deux mots, Pascal, peux-tu nous résumer quels sont les liens entre les sols agricoles et le climat ? Les liens qui sont faits sont dus d'une part, d'une façon très générale à l'échelle planétaire, au fait que ce qu'on émet à peu près annuellement comme gaz à effet de serre depuis les sources de carburants fossiles, qu'on résume sous forme de CO2, hein, l'équivalent CO2, même si ça peut être du méthane, etc. En équivalent CO2, ce qui est émis, c'est à peu près 1/4 millième de ce qu'on estime être le stock d'humus dans les sols, matière organique. Donc là, il n'y a eu qu'un pas à franchir, mais pour les climatologues, hein, pas pour des agronomes ou des pédologues, un pas à franchir pour dire si on augmente d'1/4 millième chaque année la teneur en humus des sols à l'échelle planétaire, finalement, ça équilibre tout à fait ce qu'on relâche. Donc c'est pendant un certain temps, le temps pendant lequel on pourrait possiblement augmenter la teneur en humus des sols, eh bien on neutralise les effets de hausse des températures. Voilà. Donc c'est ça le lien qui est fait. Alors dans les sols agricoles plus spécifiquement, pourquoi ? Parce qu'on les gère, ces sols, première chose, hein, plus que les autres. Et deuxièmement, parce que, en tout cas, sous nos latitudes et dans les agricultures intensives, on a épuisé la teneur en matière organique, ce qui autorise de revenir là-dessus, de réenrichir, et on sait à peu près comment le faire. Et dans ce cas, eh bien, ces objectifs peuvent être peut-être atteints. Une précision, quand on parle de 4 pour 1000, il ne s'agit pas d'augmenter 4 pour 1000 de carbone chaque année, il s'agit de faire fois 1,004, c'est 1/4 millième de plus par rapport à la teneur en place. Donc, fois 1,004 chaque année, c'est ça le 4 pour 1000. Ce n'est pas plus 0,04 pour 1000 pour % de carbone. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a aussi un lien, finalement, si on veut se préparer au changement climatique, atténuer les effets du changement climatique, notamment dans l'agriculture? Est-ce qu'on a un intérêt à enrichir les sols en carbone? Voilà, alors ça c'est le second élément qui est très important. Les propriétés, même les fonctions des sols en général, pour la plupart, elles sont proportionnelles à la teneur en carbone organique, c'est-à-dire en humus. Et si l'on admet, comme le veut la littérature, qu'on a perdu 50 à 70% de l'humus des sols sous agriculture intensive, eh bien, on a proportionnellement perdu de la qualité des sols. Et on sait que les sols arrivent maintenant à des niveaux de qualité extrêmement bas et qui posent d'énormes problèmes en termes de résistance des sols aux agressions, qu'elles soient dues aux pratiques culturales ou au climat, et de résilience, c'est-à-dire de capacité de se réparer ensuite. Tout ça est lié à la teneur en matière organique. Et donc, les sols sont extrêmement affaiblis. On sait que le changement climatique va nous apporter des événements pluvieux beaucoup plus brutaux, donc avec des tendances à l'érosion. On sait que les pluies vont être moins bien réparties, donc des problèmes de déficit hydrique. Tout ce qui va être lié au carbone organique, disons à sa teneur, si on l'augmente, disons, toutes ces fonctions vont s'améliorer, notamment l'infiltration de l'eau, notamment la rétention en eau, donc la réserve en eau. Et puis, pour l'érosion, il y a effectivement une question de stabilité des agrégats à la surface du sol, mais surtout, pour augmenter les teneurs en matière organique, il faut garder le sol couvert, et ça, c'est le principal facteur. Ce qui fait que finalement, si on pense à augmenter les teneurs en matière organique, les pratiques auxquelles on va s'adresser vont globalement être les pratiques qui également préparent et protègent les sols face aux problèmes du changement climatique. Donc on peut être dans un cercle vertueux dans un sens ou cercle vicieux dans l'autre, à partir du moment où on couvre mal le sol. Ouais. Exactement. Donc de ce point de vue-là, on a, et c'est même plus large que ça, mais déjà là, on a cet alignement de planètes dont certains parlent, où effectivement, si on veut à la fois jouer un rôle, disons, de service écosystémique, notamment par rapport au climat, hein, on peut aussi dire par rapport à l'eau, par rapport à pas mal de choses, et en même temps, mieux préparer son sol à résister et à produire dans les conditions de changement climatique, ben finalement, c'est la même chose qu'on doit faire. C'est heureux. D'accord. Puis quand on parle de seuil, de seuil de matière organique, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment un seuil fixe à atteindre ? Alors ça, c'est quelque chose qui avait très très peu été regardé finalement dans la littérature, parce que dans le milieu du 19e siècle, on s'est aperçu qu'on pouvait cultiver en apportant des éléments minéraux. On s'est aperçu que petit à petit, avec les moteurs explosion et autres, on pouvait introduire des techniques mécaniques.
sans parler des techniques phytosanitaires. Tout ça est venu entre la fin du 19e et puis la fin du 20e. Et c'est imposé comme une méthode de culture. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a perdu l'humus des sols, hein, parce que c'était plus un problème, un intérêt. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant ce temps-là, on l'a perdu, c'est-à-dire qu'il s'est minéralisé, transformé en élément nutritif pour les plantes. Donc en plus, le fait de le détruire donnait raison au fait de ne pas s'y intéresser, puisque finalement on bénéficiait et on mangeait ce capital. Oui, donc c'est pour ça qu'on n'a pas documenté du tout dans la littérature agronomique du siècle passé, il n'y a aucun seuil, et donc il a fallu les réfléchir et les construire tout récemment. Les premières études qui pointent les choses sont du début du XXIe siècle déjà. Et puis récemment, donc une étude, cette fois-ci qui a été faite dans notre groupe avec la thèse d'Alice Johannes, a montré un certain nombre de seuils, je vais y revenir, et ces choses-là sont reprises maintenant dans d'autres pays européens et sont confortées. Donc on commence à avoir une vision globale qui valide ce qui a été introduit. Qu'est-ce qui a été introduit ? Contrairement à ce qu'on peut lire dans pas mal d'ouvrages de vulgarisation, une teneur en matière organique en soi ne veut rien dire. Avoir 2%, avoir 4%, ça veut rien dire. Ça dépend complètement de la texture du sol, et en particulier de la teneur en argile. Donc ce qu'il faut viser, ce n'est pas une teneur en matière organique, c'est un certain rapport entre la teneur en matière organique et la teneur en argile. Voilà. Alors ça, c'est déjà, on peut le trouver déjà dans les Memento Agridea, etc. Donc c'est assez vulgarisé. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il faudrait au minimum avoir 17% de rapport matière organique argile. Et puis, on arrive pas loin d'un certain idéal à 24% et on n'est pas loin de l'enfer à 12%. Voilà. Et ceci de quel point de vue ? Bien du point de vue de la qualité de la structure du sol à travers les rotations, donc c'est une qualité moyenne, hein, à travers les rotations et les saisons, ce qui correspond finalement au concept de vulnérabilité de la structure. La structure est plus ou moins vulnérable en fonction de ce rapport matière organique argile, ce qui veut dire que plus on va l'élever, ce rapport, moins les saisons et les pratiques vont l'impacter. Et mieux elle va se comporter, à la fois résister aux impacts et se refaire. Et ce qu'on a montré de ce point de vue-là, c'est que la vulnérabilité acceptable est atteinte à 17% de rapport matière organique argile. Et quand on vient avec ces chiffres, bien sûr, dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'exploitations agricoles, ça paraît être astronomique. Je dirais encore plus dans nos pays voisins, parce qu'effectivement, on a épuisé les sols. Donc à Genève, en moyenne, on est à 10%. On n'est même pas au seuil de 12% qui garantit quasiment une structure avec des problèmes. Voilà, donc ces seuils ont été proposés à partir d'une étude assez large déjà sur le plateau suisse. Ça faisait suite quand même à des études préliminaires qui pointaient ce rapport matière organique argile. Et depuis, ça a été repris. Par exemple, les Anglais l'ont repris sur l'ensemble de leur territoire et ont montré qu'ils trouvaient absolument les mêmes seuils. Donc on a tant le fait qu'il faut juger la matière organique par rapport au rapport matière organique argile et non pas dans l'absolu, que le fait qu'on ait ces seuils à autour de 24, 17 et 12% de teneur en matière organique, ça a tendance à être repris un peu partout et de valider, c'est effectivement quelque chose qui tient bien la route. Donc voilà, on a un objectif, effectivement, un agriculteur, il a son analyse PER, il faut espérer qu'elle a été faite correctement, c'est-à-dire qu'il a choisi une vraie analyse chimique, pas un test visuel ou tactile de la matière organique qui n'a pas de sens. Si c'est ça, il faut refaire une analyse, mais si on a une vraie analyse, comme le cas de beaucoup de gens, et qu'on connaît la texture, c'est intéressant de la demander au moins une fois à l'analyse, eh bien c'est ce rapport matière organique argile qui va nous permettre de nous dire attention, je suis en dessous de ce qui est souhaitable, ou c'est bon, je l'ai atteint, etc. Ça, c'est très important. D'accord. Puis dans cette étude, il me semble que vous avez étudié à la fois des prairies permanentes, des terres assolées en labour et des terres assolées en semi-direct. Vous avez pu constater quelle différence par rapport à ces seuils dans ces trois modes de gestion ? Alors en fait, là, on ne l'a pas mis, mais on a même pris des sols forestiers. Hein. Ouais. Et il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les propriétés physiques de ces sols, leur qualité structurale, résumée à travers différentes propriétés, sont proportionnelles à la teneur en carbone, et ce, de façon équivalente. La seule chose, c'est que la qualité d'un sol cultivé avec du labour, etc., va fluctuer, va baisser et augmenter au cours des opérations culturales, mais ça va d'abord être le carbone organique qui va être le driver. Donc, de ce point de vue-là, nous, après, au niveau du rapport matière organique argile, on a globalisé. C'est-à-dire qu'on a regardé en moyenne quelle était la qualité structurale dans l'ensemble des systèmes, prairies, labour, semi-direct, pour résumer les choses à travers des mots simples. On a globalisé. On peut imaginer que les agressions étant, par exemple, moins grandes en semi-direct, on ait finalement peut-être besoin d'un peu moins de carbone pour arriver à une qualité acceptable en moyenne,
mais cet effet, on ne l'a pas vu. Parce qu'il faut vraiment beaucoup d'analyse. Donc, je pense que ce sont des seuils assez robustes. Après, il est clair qu'au cas par cas, il peut y avoir des situations où finalement on s'en sort bien alors qu'on a une teneur en matière organique un peu déficitaire par rapport à ces seuils. On s'en sort bien du point de vue de la qualité de la structure ou l'inverse. Ça va dépendre de ce qu'on fait en détail effectivement. Alors ça, c'est lié à une remarque importante, c'est que j'ai bien dit que le rapport matière organique-argile, c'est la vulnérabilité de la structure. Donc, c'est comment elle va réagir en moyenne. Maintenant, si vous faites un tractor pooling ou une démonstration de char d'assaut sur une parcelle riche en matière organique, quelques instants après, votre structure ne sera pas belle. Voilà, ça c'est sûr. Donc, autrement dit, il ne faut pas confondre le rapport matière organique-argile qui nous indique un objectif et un état structural moyen probable avec l'état structural à un temps T, qui n'est pas le même après que vous ayez labouré, avant, après que vous ayez fait le tractor pooling ou même tout simplement fait une récolte, etc. Donc ça va fluctuer dans le temps, il faut l'observer. Et si vous l'observez, vous verrez que les fluctuations au cours du temps sont d'autant moins grandes et d'autant moins pénalisantes que le rapport matière organique-argile est élevé. C'est ça que ça veut dire. D'accord, c'est assez clair. Et pour arriver à des taux élevés, enfin à des rapports élevés de matière organique sur argile, qu'est-ce qu'on a comme solution finalement? Alors, il y a une panoplie de solutions, mais là, on a la chance d'avoir pu boucler, grâce au plan Climat Vaud et Genève, une analyse détaillée sur environ 120 exploitations, des relations entre les taux d'évolution carbone à travers une période de 10 ans de pratique en ferme et les pratiques, justement. Ce qui permet de bien voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait perdre du carbone, ce qui permet d'en gagner. Alors, les principes qu'on retrouve finalement sont ceux qui sont proposés par l'agriculture de conservation, sans dire qu'il faut faire de l'agriculture de conservation, mais ce sont bien ces principes-là qui sont opérationnels. Et le plus fort de tous, c'est la couverture du sol avec des couverts végétaux. Alors, quand on dit couverts végétaux, ça veut dire des couverts végétaux, on voit très bien l'effet de couverts végétaux à forte biomasse et à forte diversité spécifique. Il faut faire attention, on voit cet effet. Cet effet-là, il est en ferme. Il inclut l'expertise de l'agriculteur qui l'a fait, parce qu'évidemment, celui qui a cherché à faire des fortes biomasses et qui a voulu mettre une grande diversité spécifique, c'est peut-être parce qu'il avait plus de recul aussi. Et donc, derrière ces effets se cache aussi la technicité de l'agriculteur. Mais globalement, on voit très bien que plus il y a de moments dans la rotation où ce sol n'a pas été couvert et où le couvert n'a pas été efficace, plus le taux d'évolution carbone est faible. Ça, c'est un premier point très important et c'est lié aussi à la diversité spécifique. Deuxième facteur, c'est le labour et le travail du sol en général. Le travail du sol, on peut le résumer par un indice qui s'appelle l'indice TIR, labour étant qu'une partie des opérations, mais qui fait grimper évidemment cet impact mécanique. Alors là aussi, effet très significatif, négatif, plus on travaille son sol, moins on stocke de carbone. Et là, il faut nuancer à partir de là. Si vous êtes dans des faibles rapports matière organique-argile, en dessous des seuils voulus, vous pouvez labourer ou avoir pas mal d'opérations mécaniques, mais grâce aux couverts végétaux, grâce à d'autres pratiques que je vais citer, être quand même en train d'accumuler du carbone. Par contre, plus on se rapproche d'une teneur acceptable en matière organique, plus on va en perdre lorsqu'on fait par exemple un labour. Conclusion, lorsqu'on est sur des teneurs assez faibles, on peut convoquer un certain nombre de méthodes sans forcément changer complètement ces pratiques. Mais au fur et à mesure qu'on va améliorer son sol, il va falloir évoluer vers des pratiques de non-travail du sol. Et là encore, il y a un point important à préciser. Pourquoi le non-travail du sol ? Le travail du sol, on sait, ne favorise pas l'humification. Au contraire, il va favoriser la dégradation rapide de l'humus et des résidus qui ne vont pas donc capitaliser de l'humus. Ça, on le sait. Mais il y a un autre effet qui est probablement très important, c'est que lorsqu'on travaille son sol après une récolte en début d'été, on le sèche, même un déchômage. On le sèche. Résultat, d'abord, il a fallu faire ces opérations avant de semer un couvert. Donc, on a une perte de temps. Et surtout, on a une perte d'eau. On ne peut pas semer dans l'humidité résiduelle. Le couvert part très doucement. On voit sur Genève cette année, ils n'ont pas parti avant fin septembre. C'était sec jusqu'à fin septembre. Donc, ceux qui ont travaillé leur sol, il a fallu attendre fin septembre. Résultat des courses, très mauvais couvert, très faible biomasse, très faible couverture. Autrement dit, lorsqu'on cherche à intensifier ces couverts, très vite on se rend compte que ça ne sert à rien de les intensifier si en fait on a dû travailler le sol avant parce qu'il ne va pas lever, il va lever trop tard, il va avoir une faible biomasse, etc. Et là c'est de l'argent perdu. Voilà. Donc si on veut séquestrer du carbone, dans un premier temps, si on est bas dans les rapports matière organique argile, on peut utiliser différentes techniques liées aux couverts végétaux et aux apports organiques, je vais y venir.
Par contre, dès qu'on a un peu amélioré son sol, il va falloir réfléchir à aller vers le non-travail et le SMIGREX, notamment donc, pour les couverts en été, enfin, qui sont installés en été, qu'ils soient dérobés ou pas. En particulier, faire un couvert dérobé, enfin un couvert court avant une culture d'automne qui ait du sens, ben, ça suppose de le mettre très très tôt en place, hein, sinon il n'a pas de sens. Mais cet effet-là, on le voit bien. C'est-à-dire ceux qui arrivent à le faire, ben, on voit l'effet carbone. Avec des taux d'accumulation, on parlait de 4 pour 1000 au tout début de notre discussion. Là, on est plutôt à 40 pour 1000 hein, parfois, 30, 20, voire 40. Voilà. Dernier facteur, la fumure organique. Alors, plus que la fumure organique, le bilan organique. Je ne prends pas en compte la culture principale, mais pour le reste, qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on exporte qui aurait pu rester? Alors, ça peut être des couverts, mais qui sont utilisés en fourrage. C'est l'exportation des palmes. Là, ce sont les exportations. Et puis, ce sont les apports, compost, lisier, fumier, etc. Eh bien, cette dernière composante va aussi être un des facteurs qui va favoriser, mais elle est moins importante que les autres. Si on fallait en prendre qu'une, ce sont les couverts, d'autant plus que les couverts impliquent de ne pas travailler le sol. Les couverts végétaux travaillent du sol, mais en fait, ils sont main dans la main. Et puis derrière, on a encore la fumure organique. Quelqu'un qui est très bas en rapport matière organique argile peut continuer à travailler son sol comme il le faisait, mais en soignant ses couverts, en n'exportant pas les pailles, en apportant de la matière organique, va déjà être en train de restaurer ses teneurs en matière organique. Pendant un petit moment, mais dès qu'il aura amélioré la situation, il faudra qu'il aille plus radicalement. Arriver à 17%, ça n'est pas possible en labourant. Les gens qui y sont actuellement sont en train de perdre. C'est parce qu'ils ont hérité d'une situation qui était bonne. Mais ils sont tous en taux négatif. Là, par rapport à mon expertise en travaillant avec des agriculteurs, j'ai quand même croisé quelques-uns qui avaient des rotations essentiellement céréalières, en bio, qui labouraient et qui arrivaient à ces 17% en fait. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir des cultures qui couvrent bien le sol, telles que les céréales et pas de sarclés, ça fait aussi une différence. Je ne sais pas si tu as une expertise là-dessus. Nous, là, je viens de citer les résultats qui sortent de l'arc lémanique, là, sur la, disons, Vaud-Genève, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'en étendant nos études, on ne va pas encore nuancer certaines choses. Notamment, je n'ai pas abordé, mais des gens qui ont 7 ans de prairies temporaires et 3 céréales, et qui en plus, ils peuvent bien labourer, et puis en plus beaucoup de restitution parce qu'il y a de l'élevage, il y a des chances qu'ils soient encore à des seuils assez élevés. Par contre, ce n'est pas sûr qu'ils soient en train de gagner du carbone. Donc le problème, c'est que des gens qui ont du carbone dans leur sol, et s'ils l'ont hérité, ce carbone, hein, qui ont de l'élevage, donc ils consolident avec de la fumure, etc., effectivement, on peut encore observer des rapports matière organique argile de 20 à 24%, hein, j'en connais. Par contre, si on fait la dynamique, ils sont en train de perdre. Donc ceux-là, on les a pas. Donc, ceux qui gagnent du carbone, dans notre étude, hein, on est en train d'étendre maintenant au plateau, au Jura, etc., mais dans notre étude, il y a quand même pas mal de monde. Des gens qui ont beaucoup de carbone en labourant, il y en a, bon rapport matière organique argile, mais des gens qui ne sont pas en train d'en perdre, il n'y en a pas. Voilà. Et effectivement, c'est très intéressant de continuer à regarder ça parce que lorsqu'on en trouve, alors là, c'est très intéressant de voir, OK, mais qu'est-ce qui se passe dans cette rotation pour permettre quand même d'en avoir? Moi, je crois en avoir trouvé un, mais c'est lié aussi à un passage en bio récent. Dans les 10 dernières années. Et puis, c'est le passage du conventionnel au bio avec beaucoup plus de fumeur organique, je pense, qui est le facteur principal, qui a fait qu'il est passé d'un rapport matière organique sur argile plutôt à 14% et maintenant, il est plutôt vers du 18-19%. Alors voilà, on est à la charnière. Stabilise. Hein. On est à la charnière, mais pour arriver à 17, oui, on arrive encore. On voit, c'est une tendance, il y a une dispersion autour de la tendance. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on exprime la tendance. Après, à cette marge-là, et en apportant beaucoup de matière organique, si on peut, si on en a, si on a le droit, si on n'est pas en contradiction avec l'orchime, etc., on y arrive encore. Mais on a des gens qui vont à 20, 24, hein, je citais tout à l'heure, et pourquoi pas, et c'est une très bonne chose pour le sol. Et là, nous, on n'en a pas encore. Hein. Mais on en trouvera peut-être dans certaines situations, oui. Donc, je m'exprime par rapport au levier, disons. Après, dans le détail, chacun fait son bilan. Et puis, est-ce que tu as déjà pu observer le fait d'aller sur les exploitations ou des sols qui fonctionnaient bien, qui avaient des hauts ratios matière organique sur argile, qui avaient une bonne structure? Tu remarques qu'il y a des bénéfices sur la santé des plantes, la santé des cultures en général. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, notamment par rapport à l'adaptation au changement climatique? Est-ce que tu vois visuellement des effets déjà? Alors, c'est un bilan qu'on ne fait pas nous. Par contre, le retour des agriculteurs va dans ce sens, oui, très clairement. Donc, en termes disons, de santé de la culture, oui. Hein, ce qui veut dire aussi qu'ils peuvent se permettre d'alléger fortement la pression phytosanitaire. Et puis, et ben également, alors par rapport à la sécheresse, ça c'est évident. Hein,
Alors, dans des cas tout à fait emblématiques, on voit des gens dans des régions de production de maïs où il faut irriguer, qui cessent d'irriguer, plus besoin. Et ce n'est pas un ou deux exemples, il y en a quand même beaucoup sur France voisine. Ici, chez nous plutôt, va être la disparition des zones séchardes dans des parcelles. Tout à coup ne le sont plus, enfin tout à coup, pardon, au bout de 10 ans, ne le sont plus. Oui, donc il y a ces effets phytosanitaires, qualité aussi de protéiques, par exemple sur les blés, taux protéiques. Un certain nombre d'effets comme ça qui sont relevés par les agriculteurs. Nous, on ne suit pas ça, on suit vraiment le sol. Donc on aimerait bien compléter ça par des observations phytosanitaires, ça fait partie des objectifs à venir. Voilà, c'est assez lourd quand même. Et voilà, dans les prochains projets, parce qu'on travaille beaucoup on-farm, donc sur exploitation avec des réseaux d'agriculteurs, dans les prochains projets, on aimerait que ça en fasse partie. Oui. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure cette discussion C'est un sujet énorme, donc je ne peux pas trop l'ouvrir parce qu'il y a simplement dire qu'il y a différents acteurs qui se bousculent là autour. Je dirais simplement que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de travailler à la qualité des sols, à les préparer au changement climatique, à revenir à une qualité correcte, à permettre d'alléger la pression phytosanitaire et à faire très attention à toutes ces mesures qui vont nous être proposées. Ça commence, qui sont des mesures purement carbone. Je dis parfois pour moquer, on va enterrer nos vieux pneus de voiture bientôt dans les sols, puisque ça fera du carbone en plus. Mais parfois, on n'en est pas très loin. Et je dirais que les privés qui proposent ça s'en soucient pas ou s'en rendent pas bien compte. L'agriculture a vraiment intérêt à prendre la main, l'agriculture et les agriculteurs, en disant « Ok, on va avoir des taux d'augmentation carbone nettement supérieurs aux 4 pour 1000, mais c'est un bénéfice collatéral de ce qu'on fait, qui est de préparer nos sols, d'améliorer la qualité, de les préparer au changement climatique, d'améliorer nos conditions de travail et nos marges brutes. Et ça, on peut avec ces techniques-là. Et ça, c'est important. Et ne pas tomber dans les travers où on va vous faire du labour profond, épandre des biochars, etc., au détriment d'énormément de fonctions des sols, y compris des fonctions agricoles. Il y a un vrai risque là-dessus parce que ce qui est proposé par ailleurs, ces technologies-là, elles obéissent à des business plans qui sont très crédibles, très transparents, mais elles n'obéissent pas à des logiques environnementales et agronomiques. Oui, le message principal, ça serait quand même de garder un peu de bon sens paysan aussi. Puis Oui, un sens agronomique et paysan. Et il y a une urgence au niveau climatique. Je pense que la société, en général, ne nous pardonnerait pas de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Elle doit soutenir. Mais en même temps, c'est le bon sens paysan et agronomique qui doit éviter d'en faire des grosses bêtises. Merci beaucoup pour tous ces renseignements qui sont vraiment riches, je pense, pour tout le monde. Donc malheureusement, l'idée c'était de faire un cours en présentiel qui n'a pas eu lieu. La vidéo en présentiel, le tournage de la vidéo en présentiel n'a pas eu lieu non plus. Donc on fait ça par visioconférence à cause vu le contexte sanitaire actuel. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et je te souhaite une bonne suite de journée. Bonne journée, merci.